La bande, nouvel épisode du podcast et on retrouve un invité qui vient pour la troisième fois, donc il égale le nombre de participations de notre bon Julius National qui est déjà passé trois fois aussi. Troisième fois, troisième épisode avec Nicolas, que vous connaissez sûrement, hein, vu que c'est la troisième fois qu'il passe dans l'épisode et puis qu'on collabore sur pas mal de petits projets ensemble. Nicolas, comment tu vas aujourd'hui? Dans quel mindset t'es? Écoute, ça va, merci, hein, merci de me recevoir encore une fois sur ce podcast. Euh, de retour un petit peu à une routine qui me ressemble un peu plus. Là, il y a eu quelques semaines un peu chargées avec l'accompagnement des élèves, les différentes compétitions. Moi, de mon côté, bon, j'ai dû déménager, etc. Donc beaucoup de petites choses. Et là, je reviens sur une routine où j'essaie de me reconcentrer sur les choses qui sont importantes pour le quotidien. Donc ça va. Et toi? Top. Cool, moi en pleine forme, écoute, on va pouvoir parler de tout ça, de ce qui s'est passé depuis notre dernier épisode qui devait être l'année dernière, hein, en 2025, peut-être il y a un an ou un petit peu moins. Donc on va parler de toutes ces choses qui se sont passées. Mais déjà, pour celles et ceux peut-être qui connaissent pas Nicolas, Nicolas c'est quelqu'un qui est reconnu dans le jiu-jitsu brésilien en France, je pense, pour l'aspect technique, pour son palmarès aussi, toutes les compétitions qu'il a pu faire à haut niveau, en équipe de France Néoasa, CFJJB et tout, voilà, tout son parcours de compétiteur, de technicien du Jiu-Jitsu. Mais je pense aussi, Nicolas, que toi, tu es reconnu pour ton approche intellectuelle du Jiu-Jitsu, tu vois. Et j'ai même envie d'utiliser un terme, j'y réfléchissais en préparant le podcast. Je pense que tu as une sensibilité. Sensibilité dans le sens de cette capacité à ressentir plus fortement les choses, à percevoir des choses que la plupart ne perçoivent pas. Dans le jiu-jitsu brésilien, notamment dans l'approche technique, dans la progression et dans l'enseignement, la transmission. Tu vois, il y a une sensibilité, une finesse, je trouve, qui te caractérise. Et moi, c'est beaucoup de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui parce que les deux épisodes qu'on a fait étaient très orientés compétition, prépa mentale, comment je fais pour me conditionner, pour gérer tout l'aspect mental en compétition. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller voir les épisodes qu'on a déjà fait avec Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille plus en profondeur dans ben voilà, cette sensibilité, cette finesse que tu as vis-à-vis du jiu-jitsu brésilien, de la progression, de l'enseignement, de la transmission du jiu-jitsu brésilien. Ça te va comme programme? C'est un sujet qui m'intéresse énormément, carrément. Cool, cool. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes là qui nous écoutent aussi. Donc, on va rentrer euh, petit à petit dans le sujet. Mais moi, ma première question, du coup, c'est est-ce que tu te souviens du moment précis ou de la période précise peut-être où tu as compris que le jujitsu, ça serait pas juste un loisir comme les autres, mais un truc qui allait vraiment t'obséder pendant de nombreuses années? Arriver à mettre exactement le doigt sur le moment où j'ai compris ça, c'est un peu dur. Par contre, je pense comme la majorité des pratiquants et des pratiquantes, je pense qu'il y a un truc qui se passe avec ce sport qui est rapidement addictif. Qu'on soit intéressé ou non par la compétition. L'analogie que j'ai trouvée avec ça, c'est un petit peu comme le gaming. Les gens qui jouent, ils peuvent pas s'arrêter, que ce soit des Ok. champions de ce sport, du e-sport, ou juste des gens qui s'amusent à allumer leur console, leur ordinateur pour jouer. Ils ont cette obsession rapidement qui se développe, quoi. Et cette envie de revenir constamment à cette activité. Et moi, je pense que bon, dès les premières semaines, quand j'ai commencé à pratiquer ces sports de grappling et de jiu-jitsu, j'ai vite compris que c'est quelque chose qui allait me garder pour longtemps. Ok. Et je pense que ouais, c'est ça, l'histoire de quelques jours, peut-être quelques semaines, de comprendre à quel point c'était ludique, à quel point c'était intéressant physiquement, ça me stimulait à rencontrer d'autres gens aussi. Et je pense que cet aspect-là, qui a rapidement fait que mon cerveau il a cliqué, il s'est dit, il y a vraiment quelque chose Hmm. dans ce sport. Ouais. Et il y a pris goût. Tu vois d'ailleurs, euh, aujourd'hui le podcast a changé de nom, tu le sais. On l'a rebaptisé le goût du sol. Donc c'est ta Parfait. première apparition maintenant sous ce nouveau format, ce nouveau patronyme. Donc ce goût prononcé pour le sol qu'on a tous, je pense, et qu'on perçoit très bien chez toi. Mais qu'est-ce que t'aimes autant finalement toi dans le jujitsu, dans ce sport-là? Ben, ça, c'est une bonne question parce que euh, l'idée, c'est que mes motivations et ce qui me plaît dans ce sport, tout a évolué, comme pour tout Ouais. le monde.
Je pense qu'il y a différentes phases. Il faut vraiment voir que ce jujitsu, cette activité, elle répond à différents besoins. Et pour toutes les personnes, elle répond à des besoins différents. Alors peu importe comment la façon est amené le cours, de façon générale, les gens viennent là parce que bah, ça leur permet à la fois de s'entraîner, ça leur permet aussi de se dépasser, ça leur permet aussi de connecter socialement, ça leur permet aussi de sortir un petit peu de la journée, de la routine. Et du coup, à chaque fois, ces choses-là, elles reviennent constamment, ces paramètres-là. Et juste, c'est qu'est-ce que je valorise et à quel besoin répond l'entraînement dans ma phase de vie actuelle. Et bien Hmm. sûr, évidemment, moi j'en ai fait, j'ai réussi à en faire mon métier à plein temps. Donc ça répond encore à un autre besoin. Mais il y a une période où c'était énormément l'aspect dépassement, compétition qui m'intéressait, qui Ouais. m'intéresse toujours d'ailleurs. C'est toujours un peu plus dur maintenant de trouver le temps pour soi quand on, Mhm. quand on travaille là-dedans. Mais je pense que cet aspect dépassement et découverte encore euh, de toutes les possibilités qu'il y a dans ce sport, c'est ça qui est intéressant, quoi. On Ok. n'a jamais fini de redécouvrir des positions et d'entrer toujours plus en détail dans certaines choses. Et je Ouais. pense que c'est ça l'aspect ludique, quoi. C'est de revoir des secteurs, des répertoires dans lesquels on a l'habitude de jouer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et de me dire, ah, je suis passé à côté de cette chose-là. Et du coup, me réamuser à me mettre dans cette position et me dire, ah, ok, j'ai compris quelque Mhm. chose. Et c'est Mhm. hyper gratifiant, satisfaisant. Ouais, surtout que toi, ça fait 14 ans maintenant que tu fais du JJB, c'est ça? Faut que je Euh, recompte, mais je crois que c'est ça, ouais. On ok. est entre 13 et 14 ans, ouais. Donc ça fait quand même pas mal de temps et j'ai l'impression que il y a 14 ans, le JJB, c'était pas pareil au niveau technique. J'ai l'impression que le JJB en ce moment, chaque année, il y a des nouvelles techniques, des nouvelles approches, c'est en constante évolution, ça évolue hyper vite. Donc tu es obligé un petit peu de te mettre à la page et je pense que toi, c'est quelque chose que tu as fait, que tu as eu à cœur de faire, tu vois, de rester performant quand le sport, il évolue si vite, tu vois. Comment tu dirais que toi, justement, tu as réussi, comment tu as fait pour rester performant et rester à la page, tu vois, alors que le sport, il avance si vite, chaque année, ça évolue. Je pense qu'il y a une certaine curiosité de la part de tous les pratiquants, et moi, en tout cas, je me place là-dedans. Il y a une Mm. curiosité qu'il faut cultiver, dans le sens où, effectivement, comme tu le dis, et ça, les nouvelles générations n'en ont vraiment pas conscience, c'est que la façon dont était enseigné ce sport, je parle d'il y a 10, 15 ans, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, le nombre de ressources est illimité. Il n'y a plus besoin d'avoir un prof de jiu-jitsu aujourd'hui, entre guillemets, si je veux faire du jiu-jitsu. Si j'arrive à trouver un partenaire d'entraînement, il y a assez de ressources sur Internet pour pouvoir avancer. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, loin de là, mais en tout cas, il y a assez de ressources, des meilleures générations de coachs qui donnent tout ce qu'ils ont à donner, des Gordon Ryan, des Danaher, Mhm. toutes ces personnes-là. Et du coup, en fait, on peut très bien avancer sans même se rendre en cours de jiu-jitsu brésilien. Donc du coup, l'idée c'est, moi en tant que pratiquant, si j'oublie une seconde la casquette de coach, bah, il y a cette chose de, ok, je vais chercher d'abord à comprendre quels sont les mouvements qui me servent dans ce sport. De ces mouvements, je vais essayer d'en faire des techniques. En tout cas, ces mouvements vont me permettre de faire des techniques. Ces techniques vont me permettre de comprendre comment je vais essayer de combattre, tout simplement, pour généralement essayer de gagner. Qu'on parle de compétition à l'entraînement. Et puis ensuite, bah, quel est le style qui me plaît le plus, dans quoi je suis le plus efficace, qu'est-ce qui me plaît. Et ensuite, quand on a fait cette petite boucle-là et qu'on a créé un petit répertoire de jeux, en tout cas quand moi j'ai créé cette petite palette de jeux, bah, j'essaye de voir quelles sont les pièces que je peux coller le plus rapidement possible avec ce que je sais déjà faire. Et essayer de construire un ensemble qui soit cohérent. C'est-à-dire que euh, pour faire très simple, si j'aime bien passer des gardes, eh bien, il faut soit que j'ajoute d'autres types de passages de garde qui se collent à ce que je sais déjà faire, c'est une façon d'évoluer, ou soit je peux me concentrer sur ce qui se passe avant le passage de garde, c'est-à-dire généralement soit un renversement si j'étais au sol, soit une amenée au sol, ou alors que je Mhm. me concentre sur ce qui vient juste après le passage de garde, c'est-à-dire un contrôle de position généralement, ou alors éventuellement directement sur des soumissions depuis la position du dessus. Ouais. C'est un puzzle, hein, c'est un sacré puzzle mental et cognitif quand même, le JJB. Et je trouve, on parlait de ton approche, de cette sensibilité, de cette finesse, et le choix du nom de ton académie, de ton projet, Meta, je pense, retranscrit bien cette idée de essayer
d'observer ses propres processus mentaux, ça c'est la métacognition, tu vois, penser ses propres pensées, prendre un peu de hauteur, voir le jeu qu'il y a dans le jeu. Et ça, c'est super dur à faire au début, où tu es plus dans, ah, ok, c'est tel, tel détail, puis tel détail, puis tel détail. Toi, tu nous invites à prendre un peu de hauteur et à regarder le jeu dans le jeu et l'emboîtement des différentes pièces du puzzle. C'est ça l'esprit un peu méta? C'est complètement ça. En fait, à la base, Meta, c'est un projet qu'on a monté avec Alex et Camilla, qui On était les loin salue. d'être un projet, ouais, qu'on salue, qui était loin d'être un projet où on pensait ouvrir un club. On voulait justement avoir de la technique, un peu tout ce lifestyle autour du jiu-jitsu, euh, essayer de comprendre un petit peu, faire de l'analyse vidéo des compétitions, et puis voir un petit peu tout ce qui touchait au jiu-jitsu. Et sur le choix du nom, on s'est rapidement dit que on voulait pas avoir quelque chose de, tu vois, dans l'opposition dure, bête, les Ouais. requins ou les gorilles du jiu-jitsu, plutôt quelque chose justement où on s'intéressait à la logique, un petit peu comment faire pour Mhm. évoluer, pour être efficace. Parce qu'on sait bien que dans ce sport, en fait, il y a plusieurs façons de l'aborder. Bien sûr, on peut être dans l'opposition et ça reste très ludique. Et Ouais. puis, je pense que si on veut trouver du plaisir sur le long terme, bien, il faut peut-être un petit peu l'intellectualiser pour se préserver physiquement déjà, et puis aussi bah, Mhm. pour pouvoir communiquer avec des gens du jiu-jitsu sans forcément avoir en étant sur le tatami. Et ça, c'est aussi une Mhm. partie qui est hyper intéressante, comme on est en train de faire là. On peut parler de la même chose alors qu'on n'est pas sur un tatami, quoi. Donc il y a Mhm. cette partie-là. Euh, Ensuite, la question c'était prendre de la hauteur par rapport aux techniques et tout ça. En fait, je pense qu'il y a Hum, il faut voir vraiment ce sport pour ce qu'il est. C'est un sport qui est complet dans le sens où il y a vraiment une partie qui est debout et qui vient joindre des techniques de judo et des techniques de lutte qui sont plus ou moins efficaces dépendamment du répertoire de chacun et de la personne qu'on a en face. On a ensuite un répertoire où on est debout généralement face à quelqu'un qui est assis ou allongé sur le dos, du passage de la garde, donc il y a deux positions à étudier là-dedans. Ensuite, on a les positions où on va avoir des positions de contrôle, des positions qui permettent de finir un combat, de stabiliser une personne. Et puis après, je le classe encore ailleurs. On a les positions, ce qui s'appelle l'entrelacement de jambes, leg entanglement, qui vont permettre d'attaquer les jambes et tout ça. Et en fait, chacun de ces répertoires, je pense, doit être étudié, puisque on peut passer d'une phase à l'autre en un rien de temps. Et je pense que vraiment, le fait d'être capable voilà, d'isoler ces phases et de comprendre et aussi de le transmettre, que le jiu-jitsu, bah, c'est pas que du debout, c'est pas non plus que des clés de jambes, ce n'est pas non plus que des positions de contrôle, ce n'est pas non plus que du passage et de la garde. C'est un ensemble qu'il faut réussir à construire avec un petit répertoire un petit peu partout pour être capable d'être compétent et s'amuser, naviguer là-dedans, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, donc tu vois, je parlais de donc ce côté méta, euh, observer ses pensées, prendre un peu de hauteur. Et il y a un truc, j'ai l'impression qu'il est important quand on veut apprendre le jujitsu, c'est justement apprendre à apprendre, tu vois. Dans un sport aussi complexe, et tu disais aujourd'hui, il y a plein de techniques, il y a plein de tutoriels, il y a même plein de clubs, il y a une abondance, quoi, de ressources et d'informations. Mais comment on fait, par quoi on commence pour pas se noyer, justement, dans tout ça? Parce que le risque, c'est que tu te jettes dans un océan immense, mais au début, tu sais pas très bien nager. Oui, Comment on fait exact. pour pas se noyer dans tout ça, dans cette abondance? Alors, il y a deux choses, et on va reprendre juste historiquement ce qui se passait par rapport à ce que je disais avant. Alors, moi, je suis pas du tout de la première génération, je me considère encore comme jeune, même si je devrais combattre Mhm. normalement chez les masters. Faut bien comprendre que avant le jiu-jitsu, c'était amené avec, grosso modo, en France, un Brésilien qui arrivait en France, qui venait donner trois techniques, et puis il revenait une fois par an, et puis normalement, les profs, ils tournaient avec cette technique pendant 3 ans, quoi. Enfin, pendant un an, pardon. C'est ça dont on parlait. Donc si tu avais de la chance, il te montrait des choses qui étaient un petit peu liées et tu avais directement le lien entre technique A, B et C. Et puis si t'as pas de chance, bah, il t'a montré trois trucs et puis après il est reparti quoi. Aujourd'hui, comme on parlait, tu as BJJ Fanatics, tu as Lachlan qui a sorti Submeta, tu as tout le YouTube, monde a sorti YouTube, un c'est infini, campus, hein. YouTube, Instagram, t'es bombardé constamment d'informations. Par contre, si on savait réellement dans quel ordre il faut ingurgiter et intégrer ces informations, en fait, tout le monde bosserait la même chose et de la même façon. Donc je pense pas qu'il y ait de réponse universelle, il y a différentes modes de pensée. Je sais que par exemple,
L'esprit d'Anaer, c'est basé sur on commence par la fin et on revient au début. Donc on commence par le sol. On essaye de sortir justement des positions de contrôle parce que c'est là-dedans qu'on se retrouve le plus quand on est débutant, pour pas dire de Mhm. ceinture. Donc quand on est débutant, on se retrouve souvent à se faire passer la garde, etc. Donc il faut être à l'aise avec le fait de sortir de là. Il faut ensuite être à l'aise avec le fait de défendre les soumissions. Et seulement à partir de là, on va commencer avec des stratégies un peu plus offensives où on va remonter, apprendre à passer des gardes et ce genre de choses-là. Ça, c'est un mode de pensée. Il y a un autre Ok. mode de pensée, par exemple, si on parle de la clan, qui dit que, bah, en fait, pourquoi perdre son temps, entre guillemets, au début, à sortir de ses positions quand on peut directement entrer dans un mode offensif? Ok. Parce que, par exemple, il prend l'exemple de Rafa Mendes. On a rarement vu Rafael Mendes se faire passer la garde, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il passe vraiment du temps, Rafael Mendes, dessous, à sortir de latéral, de monter de dos? On ne sait pas, parce qu'en compétition, personne ne l'a vu se faire passer la garde. Hmm. Du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être sur une stratégie complètement défensive ou est-ce que d'abord on part sur une stratégie offensive? Ça va dépendre je pense, des affinités un petit peu et de la logique qui est amenée par le coach, Ok. si on parle d'un plan d'apprentissage dans une école. Mais en tout cas, je pense que s'il y avait une seule pensée, parce qu'il y en a d'autres, hein, s'il y avait qu'une seule pensée pour apprendre ce sport, on serait dans un truc, une discipline qui serait peut-être moins exotique aussi, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. Ouais, ouais, Au même ouais. titre que ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est essayer de trouver des parallèles entre d'autres disciplines. Souvent, les gens ils veulent comparer le jiu-jitsu à d'autres sports d'opposition de combat, comme le judo, la boxe, tout ce qu'on veut. Mais en fait, il y a plein d'autres arts, plein d'autres disciplines sportives et d'autres choses auxquelles on peut comparer le jiu-jitsu, ça qui est assez intéressant. Très Et souvent, il on y a peut, les échecs qui sont il y a pris les comme exemple. échecs. Très Moi, souvent. je fais des rapports avec ce que je connais le mieux, c'est la musique. Est-ce qu'il y a Hmm. une seule façon d'apprendre la musique? Non. Est-ce qu'on est obligé d'aller au conservatoire, faire du solfège, tout ça? Non. Aujourd'hui, j'ai joué. Ok. Enfin, à parté, j'ai joué avec des groupes qui n'ont aucune connaissance théorique de la musique, mais ils étaient très très bons. Et au contraire, on a auditionné des gens qui avaient fait du conservatoire en batterie et ça n'allait pas du tout. Donc du coup, je pense que pour le jiu-jitsu, il faut que ça réponde aussi à la sensibilité de chacun. Comment la personne arrive à intellectualiser ce que tu lui dis, est-ce que les messages que tu lui donnes sont faciles à traiter. Ok. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la façon dont c'est organisé les cours de jiu-jitsu, et ça c'est un petit peu mon combat personnel, à mon club j'entends, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est bah, justement qu'est-ce que moi je choisis d'enseigner en premier, qu'est-ce qu'on appelle vraiment les fondamentaux. Parce qu'on va dans n'importe quel club dans le monde entier, tu lis un peu à la porte d'entrée, il y a écrit base, fondamentaux, machin, mais en fait fondamentaux de quoi? Du sport jiu-jitsu, des combats de façon générale, à quoi ça Mhm. répond exactement, tu Hmm. vois? Ouais. Moi, tu vois, peu importe, du coup, ouais, il y a plusieurs idées, plusieurs philosophies, comme tu le décrivais. Moi, j'ai l'impression que le combat, il se situe un petit peu entre est-ce que j'accumule des techniques? Parce que voilà, il y en a beaucoup, il y a une abondance de techniques et tout ça. Est-ce que j'accumule des techniques? Ou est-ce que j'essaye de comprendre comment ça marche? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Ben, comme je disais, ma pensée en ce moment, c'est, je pense qu'il faut vraiment, il faut une place pour que les personnes comprennent les mouvements qui servent leur technique. Quand je parle de mouvements, je décris ce que les gens disent en français forme de corps. Euh, Comment ça vient s'intégrer dans chacune des techniques que tu vas utiliser en jiu-jitsu. C'est à la responsabilité et discrétion du coach de choisir quelle importance et quel temps, quel volume il va donner là-dedans, mais il faut vraiment que ça puisse s'intégrer dans un cadre qui serve. Exemple, moi aujourd'hui, j'ai pas envie quand je me balade et que je suis élève dans un autre club, ce que j'adore faire des roulades avant si la technique que je vais faire, elle a rien à voir avec ça. Si la roulade d'avant, elle vient s'intégrer dans, je ne sais pas, une séquence de clés de jambe ou je sais pas quoi, ce genre de choses, et que ça fait sens directement pour moi, ça me plaît. Mhm. Parce qu'en fait, Ok. j'apprends un mouvement qui va me servir à ma technique. Du coup, si les choses sont connectées, plus elles sont simples, plus elles sont réfléchies, plus les pièces s'assemblent, plus c'est simple de donner ça à un élève. Est-ce que le Mhm. but du jeu, c'est donner 50 pièces de puzzle à un élève? Je pense pas, au début. Le but du jeu, c'est qu'il ait un chemin vers lequel il est capable de revenir rapidement, quelque chose qui soit simple, pas en 50 étapes, et avec 3-4 mouvements, on peut très bien s'amuser en jiu-jitsu au départ. Est-ce qu'il y Mhm. a besoin d'apprendre 3 techniques par cours toutes les semaines différents? Je suis pas convaincu. Je, Ok. je pense que ça, je pense que ça, c'est pas intéressant. Et du Et coup, même aujourd'hui au... d'ailleurs, oui, Ouais, vas-y. pardon, vas-y, fini. Bah, aujourd'hui, je me retrouve à avoir beaucoup d'élèves qui viennent me voir.
et qui nous rejoignent, qui ont déjà fait du jiu-jitsu dans d'autres clubs, et qui justement n'ont pas peur de me dire quand je les appelle au téléphone, ben voilà, moi j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne vos cours, parce que j'ai fréquenté des clubs, et justement je voyais 3 cours par technique, puis après il y a du Mm. combat, et en fait j'avais même pas le temps d'assimiler technique, fallait déjà faire du combat. Et, Mm. euh, et en Ok. fait ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que le cerveau humain est-il fait pour apprendre 3 informations, et réussir à les mettre directement, les intégrer à un jeu sous pression. Mm. Mm. Ok. Tu vois, j'ai l'impression que même derrière le mouvement, quelque chose qui est propre à tous les mouvements et à toutes les techniques, c'est ce qu'on appelle les effets de levier. Est-ce que c'est pas hyper important justement de comprendre et d'apprendre ces effets de levier, l'angle, la répartition du poids, la distance, le timing, qui, tu vois, pour le coup, sont une autre approche intellectuelle, voire c'est de l'ingénierie un petit peu. Un effet de levier, c'est mathématique, tu vois. Oui, oui. Et comment on arrive à comprendre ça ou même à enseigner ce genre de choses-là qui, pour le coup, j'ai l'impression, se retrouve dans... Tu prends n'importe quelle technique, n'importe quel mouvement, tu peux y appliquer des effets de levier, si c'est le bon terme, tu vois. Je te demande, toi, C'est de le, c'est préciser le- peut-être ça. pour moi, c'est le bon terme. Et une chose pertinente que j'ai eue dans une formation de CFEB, qui a Mhm. été dite, ça a été les techniques, ce ne sont que des illustrations de ces principes de levier, Les de tout ce qu'on principes, veut. ouais. Ok. Ces techniques ne sont que des illustrations. Donc, on ne peut pas parler que de principes, on peut en parler Mhm. bien évidemment, mais si on veut l'enseigner, on est obligé de l'illustrer par quelque chose. Le principe en lui-même, il est un peu abstrait Le au principe est un peu départ. abstrait. Bah, après, Donc on veut l'illustrer par une technique, un mouvement. Ok. on doit l'illustrer par une technique pour que ce soit visuellement perceptible par quelqu'un. Mais de façon Ok. générale, si on fait un petit numéro de physique adapté à tout le monde, je pense que ce sport, c'est juste un numéro de essayer de créer du mouvement. Ouais. Il faut créer du mouvement pour créer du déséquilibre. Le déséquilibre va permettre de créer des situations qui vont permettre d'attaquer. Les situations d'attaque sont variées dans ce sport, où on a le droit de faire tomber, ce qu'on appelle des renversements ou des amenés au sol, où on a le droit d'arriver dans des positions plus fortes, qui vont permettre d'aller dans un dos par exemple, ou une montée, où ces déséquilibres vont permettre d'écarter les segments de la personne, les bras, les jambes, les séparer du tronc, ce qui va permettre d'entrer plus facilement vers des finalisations. Grosso Hmm. modo, on en est à faire ça. Maintenant, comment on fait ça concrètement? Eh bien, on utilise nos corps. Donc, j'essaye de prendre une saisie, que ce soit du gi ou du no-gi. Si j'arrive à contrôler les extrémités d'un levier, la tête et un pied, bon, bah, je sais que j'arrive à bouger la personne, créer du déséquilibre. Et là, ça va me permettre de réaliser ce dont on vient de parler. Des renversements, Hmm. des prises de dos, des soumissions. Et en Ok. fait, je pense que ce qu'il faut essayer de garder en tête, et c'est pour ça que c'est intéressant de rester sur les mêmes positions un certain temps, c'est de permettre aux élèves de comprendre les principes à travers une seule et même position. Ça permet de ranger l'information assez facilement. La personne sait, bon, mettons la garde fermée si on veut. En garde fermée, je comprends que, alors pour gérer l'équilibre, c'est un peu plus simple. Ce que je veux, c'est un partenaire qui soit sur ses genoux, le plus bas possible, et la posture un petit peu cassée vers l'avant. Pourquoi c'est facile la garde fermée? Parce qu'il y a un numéro de coordination qui est beaucoup plus simple à gérer que sur n'importe quel type de garde ouverte. Mes jambes sont déjà serrées, a priori. J'ai un déséquilibre vers l'avant, un déséquilibre vers l'arrière. Comment je peux gérer ça? En tirant avec mes deux genoux en même temps, en tirant sur un col ou sur une tête si je suis en nogi. Et puis j'ai un déséquilibre arrière où je me lève et je fais un peu un hip bump et je le renverse vers l'arrière. Et avec juste ces deux déséquilibres, ces deux directions-là, dans un seul sens, un seul axe, je peux me permettre d'attaquer et mettre quelqu'un en danger. Et ça au plus haut niveau. Alors Mhm. certains diront que c'est débutant, mais en fait quand on regarde, qu'est-ce qui est débutant et qu'est-ce qui est avancé? Parce que quand tu Ouais. regardes Mika s'amuser à chiffonner tout le monde en garde fermée, Mhm. est-ce que c'est Ouais. vraiment des techniques de débutant? Ce que disait dans un podcast aussi Roger Gracie, Mhm. qui utilise des techniques qu'on dit basiques, débutants, mais à un niveau d'exécution tel que ça en devient très dangereux. Et donc là, c'est en lien avec ma prochaine question. Dans l'approche méta, donc il y a cette approche méta, on prend de la hauteur, on comprend les principes qu'il y a derrière les mouvements, les techniques, etc. Mais dans ton approche, je trouve qu'il y a aussi une science du détail, une précision. Et comment toi, tu as cultivé aussi cet œil capable de voir les micros ajustements? Tu vois que quand, par exemple, moi, débutant, ben, vois pas forcément.
Mais je pense qu'il y a un volume il y a un volume de pratique, mais ça fait pas tout, parce que c'est pas que de mettre son kimono, être assis sur un tatami qui fait qu'on cumule du volume. Je pense qu'il y a le fait d'aller s'entraîner avec de l'intention, et comme je le disais à l'instant, cumuler un volume sur une position, une même position, ça te permet en fait de, si tu es attentif, de répertorier rapidement quelles sont les réponses que tu vas avoir autour de toi face à une même technique. Ça te permet de voir comment toi tu peux trouver des solutions à ces mêmes réponses, ces mêmes réponses prédictibles que tu peux avoir. Et ça va te permettre de comprendre un peu comment fonctionnent tes techniques. Une fois que tu as compris comment fonctionnent tes techniques, et on parlait de principe tout à l'heure, tu peux te dire, ok, donc depuis, donnons un exemple, la garde fermée, j'ai compris que le déséquilibre c'est plutôt comme ci et comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je commence à ouvrir mes jambes? Comment je peux reproduire le même effet de déséquilibre si j'ouvre mes jambes, mettons avec une de la riva par exemple. Et du coup, si toi tu t'amuses à faire cette petite gymnastique intellectuelle de ah ok, grâce à une garde ouverte, j'ai des axes en plus, puisque la personne elle est debout, je peux la lancer tout d'un coup sur la droite, sur la gauche, et puis tout d'un coup j'ai un axe du haut vers le bas au plus que je peux exploiter. Ben là tu t'amuses à faire de la gymnastique dans ta tête et tu te dis ah c'est intéressant. Et du coup tu peux trouver soit les choses par toi-même, soit tu peux te faire aider par ton coach ou par les ressources sur internet. Et puis au fur et à mesure, tu prends du temps sur ces choses sans te précipiter par j'ai vu une technique sur Instagram, j'ai vu une technique lui et lui il m'a dit que c'était bien ça. Et en fait, le fait de prendre ton temps et poser ton cerveau, essayer de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu fais surtout, ben, je pense que ça te permet de déguiser ton œil, je pense. Après, il n'y a pas d'œil parfait, il y a plein de choses que j'arrive pas encore à comprendre, il y a des positions que j'ai jamais jouées et que du coup je vais m'amuser à un moment ou un autre à apprendre. Pour le moment, j'ai une vision grosso modo de ce qui se passe. Mais comme je me suis jamais mis moi-même dans ces positions, je pense au butterfly et dérivés, en fait, j'ai pas encore senti, il y a plein de choses que je ne vois pas. Par contre, c'est sûr Ok. que les techniques que j'utilise, les positions que je joue, bah, je commence à de mieux en mieux les connaître et c'est aussi ça l'intérêt de ce sport. C'est comme on disait tout à l'heure, aller explorer au début, c'est vraiment un... Tu dégrossis les différentes parties de ce sport et puis au fur et à mesure, bah, dans le sens positif du terme, tu reviens, tu retournes un petit peu en rond autour de ce que tu sais déjà faire, mais tu d'affiner réellement à chaque fois un peu plus jusqu'à trouver vraiment l'efficacité quoi, que tu veux atteindre. Hmm. Hmm. Et j'ai l'impression que quand tu es dans cette démarche, parfois l'efficacité, elle se joue à des petits détails, quoi. Des petits placements, des petites orientations qui sont peut-être toujours en lien avec les principes dont on parle finalement. C'est quand même un angle, une répartition Toujours. du poids, une distance, un timing, tu vois. Mais parfois, c'est des petits détails de placement, de timing, quoi, hein. C'est ça, bah, en fait, faut bien se dire, l'analogie du jeu d'échecs, c'est en fait, on fait souvent une analogie entre le jiu-jitsu et le jeu d'échecs. Ce qu'il faut se dire, c'est que la différence entre le jeu d'échecs et le jiu-jitsu, c'est que dans le jeu d'échecs, tu es à la troisième personne, tu déplaces des pions au fur et à mesure Hmm. face à un adversaire qui fait la même chose. Là, on va dire que les pions sont tous connectés les uns aux autres, et les pions, ça correspond à ton corps. Mhm. Ta tête, tes bras, ton tronc, tes hanches, et comment tu vas faire pour déplacer ça en temps réel face à quelqu'un qui fait la même chose. Parce que autant aux échecs, chacun joue chacun son tour. Sur le jiu-jitsu, tu vas avoir déjà la dimension physique qui va rentrer en jeu, ce qui fait la grosse différence entre le gaming, les échecs et le jiu-jitsu. C'est pour ça que c'est peut-être pas toujours Ouais. aussi accessible. Mhm. Mais peu importe. Et là, on a surtout un jeu où tu peux jouer en simultané. C'est-à-dire que je peux jouer en même temps que l'autre joue. J'ai pas besoin d'attendre qu'il tape sur le timer pour dire c'est à ton Mhm. tour de jouer. Et donc, Mhm. effectivement, bah, il y a l'aspect temps qui vient rentrer en considération là-dedans. Parce qu'utiliser une technique, si le placement n'est pas juste, la relation entre ton corps et son corps n'est pas juste, bah, ça ne marche pas, tout simplement. Et donc, du coup, bien sûr, la notion de distance et d'angle va être hyper importante, puisque physiquement, c'est deux corps qui sont en train d'interagir, quoi. Donc Mhm. effectivement, le moindre détail va avoir bah, toute son importance. Ça se pèse, ça se palpe un peu moins au début, lorsque c'est des combats de personnes qui débutent ce sport, parce qu'il y a beaucoup l'enjeu physique et tout ça qui va rentrer en compte. Et plus on avance dans le sport, bah, plus c'est vraiment des micro-détails, des mouvements que tu vois très peu et que tu n'arrives même pas à percevoir de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début des combats, si on regarde, là je suis allé voir des compétitions, championnat de France novice et l'Open de Bourges, quand on regarde les catégories des ceintures de couleur principalement, sans dire qu'ils sont mauvais ou bons, c'est pas ça, mais on a des disparités de niveau
pour différentes raisons et on voit pas mal de soumissions. Et c'est très stéréotypé d'ailleurs. Beaucoup de triangles, beaucoup de juji, beaucoup de étranglement arrière RNC. Et plus on avance dans les ceintures, et je pense particulièrement aux ceintures noires, moins on a ce mode finition. Parce qu'il y a de moins en moins de place, les personnes sont de plus en plus au courant de quelles sont les techniques, comment on fait pour les défendre, et le jeu est Il y a beaucoup plus moins serré. d'erreurs, c'est ça que tu Et dis. Il y a moins il y a d'erreurs. beaucoup moins d'erreurs et il y a beaucoup moins de imprécisions. Et Mhm. donc du coup, ce qui se passe, c'est que la stratégie jeu, elle est plus forcément basée sur il faut absolument que je finisse je soumette pour gagner. Mais ben là, l'intérêt des points, des avantages rentre en compte. On peut gagner différemment. Et il faut un Ouais. petit peu miser dessus, quoi. Plus tactique, plus stratégique, Ouais. plus élaboré. Ok, ouais, ça a du sens. Et dans tout ça, justement, quelle importance toi tu accordes, on va dire, à l'étude théorique, au temps passé à apprendre ou à progresser en dehors du tatami? Ça peut être regarder des vidéos, analyser des vidéos, noter des choses, etc. Je pense que chacun va trouver un petit peu son équilibre dans différentes pratiques. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que il y a des personnes qui sont vraiment geeks hein, de ce sport Ouais. et qui très rapidement vont commencer à s'intéresser aux vidéos, à l'analyse de leurs propres vidéos. C'est ce que je recommande à tous mes élèves au club. Mhm. Et je vois certains qui investissent dans leur petit trépied et qui, je sais, prennent leur temps d'étudier, me posent des questions. Qu'est-ce que tu penses de cette position et ça. Mhm. Et généralement, de façon générale, à 90%, toutes ces personnes que je vois s'intéresser déjà à leur propre pratique, à travers l'analyse de leurs vidéos, post-compétition, entraînement, sont les personnes qui progressent le plus vite. Il n'y a, pas Mhm. de, il y a même pas de débat là-dessus. Ok. On est sur une approche où il y a une personne qui vient à un entraînement parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait comment elle veut l'utiliser, versus une personne qui vient, entre guillemets, profiter, socialiser, s'amuser, respirer. La Mhm. progression peut pas être la même. C'est évident. Et Ok. c'est ok, puisque comme on l'a dit au début, en fait, ce sport répond à différents besoins, et chacun vient trouver un petit peu ce dont il a besoin là-dedans, quoi. Ok. Donc, dans ce que tu dis, si je comprends bien, il y a deux choses qui te semblent très importantes pour optimiser sa progression. C'est un, la fixation d'objectifs, être intentionnel dans sa pratique, et deux, l'analyse vidéo. Avec, je vais peut-être rajouter le troisième, c'est demander des feedbacks vis-à-vis de ça. Oui, alors évidemment, il y a la qualité aussi de ce que vient enseigner le prof ou la prof en cours, bien sûr. Ouais, bien sûr. Plus, Mais dans la démarche individuelle, tu vois, mais dans de la démarche progression. individuelle, si on parle hors dehors des tatamis, je pense que prendre des notes analyser sur ce qu'on voit sur son propre jujitsu, c'est une chose. Analyser le jujitsu qui se passe au plus haut niveau, c'est aussi une chose intéressante. Et d'ailleurs, pas forcément toujours au plus haut niveau, ça peut être au niveau dans lequel on se situe, pour pouvoir comprendre ce que font les autres. Le fait de regarder, chercher des informations sur ce qui est en train d'être développé au club par d'autres sources, c'est aussi une très bonne chose. Ça te permet d'avoir un œil, un regard extérieur sur une position. Aujourd'hui, on est quand même dans une discipline, comme beaucoup, hein, où tu peux avoir deux coachs qui sont reconnus internationalement. Je peux te parler de Guy Mendes et de Melky Galvan, qui vont te dire des choses qui vont complètement à l'opposé. Qui a raison? On ne sait pas. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est, ok, est-ce que je suis ok avec cette approche-là? Est-ce que justement, je ne me préparerais pas à une session où j'essaye un petit peu ce que dit l'un et ce que dit l'autre, et j'arrive à venir faire le tri entre ce qui me parle et ce qui fonctionne pour moi et ce qui Ok. fonctionne pas pour moi? Est-ce qu'il faudrait pas chercher aussi ce sur quoi ils s'accordent justement? Parce qu'il y a bien des choses sur lesquelles ils doivent s'accorder. Si, bien sûr. Euh, alors là, c'est ça qui est intéressant. Ça dérive un petit peu sur le rôle du coach, mais chaque coach va coacher différemment et les détails sur lesquels les coachs vont mettre l'accent sont très souvent différents. Et je dirais même, je rajouterais, c'est très différent du public que tu as en face de toi. Ouais. Comme tu disais sur Roger Gracie avec son étranglement là en montée, Mhm. bien sûr, l'étranglement en cross-choke, tu peux l'enseigner à des débutants, mais le niveau d'exigence et de précision du détail que tu vas donner à une personne qui débute et une personne qui a déjà des années de pratique, il est probablement très différent.
Tu vas pas Mhm. expliquer les mêmes choses et tu vas pas insister sur les mêmes choses. Le but du jeu, c'est d'abord d'avoir une compréhension globale et puis au fur et à mesure rentrer de plus en plus dans le détail, le placement des mains, l'équilibre, comment maintenir la position, et ce genre de choses-là. Ok, ok. J'aimerais qu'on avance un petit peu sur un autre sujet, mais qui est toujours en lien avec la progression, l'entraînement, l'enseignement, l'apprentissage, Uhum. mais plus d'un point de vue émotionnel. Ok, c'est quand même ce qui nous intéresse aussi dans le podcast. Bien sûr. Pour beaucoup de témoignages, de discussions que j'ai avec des gens qui font du JJB, qui commencent le JJB ou qui en font depuis un moment, il y a quand même quelque chose, ça vient euh, faire bouger des choses au niveau émotionnel, le JJB. Quand tu commences notamment, tu vois, t'es confronté quand même beaucoup à la frustration au début, Uhum. tu vois. Toi, qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, ben voilà, qui est confronté à cette frustration, à ces émotions qui sont pas toujours agréables à l'entraînement. Je parle bien de l'entraînement là, hein. Pas de la compétition, vraiment de l'entraînement. Bah, tout va dépendre si on parle déjà d'un public enfant, ado ou adulte. Ok, Parce parlons que, des adultes. Parlons des adultes. Je pense que le podcast est écouté majoritairement par des adultes. mhm. Parlons des adultes. Alors, si tu parles dans ce que tu as dit, c'est les personnes qui commencent et qui sont dans la frustration, n'est-ce pas? Ouais, mais même quand tu progresses, je pense qu'il y a toujours des moments où tu as l'impression d'être nul. Voilà, pour le dire simplement. Et t'es dans la frustration, dans l'impression de pas progresser, dans cette sensation là de que ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu conseilles toi? Comment t'en parles à tes élèves, etc. Bah alors, déjà, les gens qui sont dans la frustration, soit je le vois moi, parce que ils n'arrivent pas à le dissimuler, ou ils veulent pas le Ouais, dissimuler tout simplement, ouais. ou soit ils viennent m'en parler directement. Mhm. Et là, du coup, bah, justement, j'essaye de mettre complètement de côté l'émotionnel et d'essayer de comprendre, moi, déjà, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Ça veut dire, si je me frustre parce que je perds tous mes randoris à l'entraînement, tous mes combats, toutes les phases de position, qui sont des rôles, on va dire, où il y a un thème précis, ben, j'essaie d'isoler au maximum à quel moment ça ne marche pas. Si je dois donner si j'essaie d'illustrer ça pour que ça parle un peu plus aux gens qui écoutent. Si je prends le principe de la garde, mettons, on n'en a pas encore parlé. La garde, il y a trois grandes phases, hein. Il y a la phase où il va falloir engager des grippes, il y a la phase où il va falloir tenir la personne, qui est une phase un petit peu défensive, maintenance ou rétention. Et il va y avoir une phase offensive. Est-ce que je me frustre parce que j'arrive pas à attaquer efficacement, c'est-à-dire j'arrive pas à faire tomber, soumettre ou prendre un dos? Ou est-ce que je me frustre parce que je me fais passer la garde, j'arrive pas à tenir quelqu'un dans les jambes? C'est deux situations qui sont complètement différentes. Ou est-ce que je me frustre pour, bah justement, j'arrive même pas à établir une garde que je me fais déjà passer? C'est trois choses qui sont déjà différentes. Et du coup, plus on va être précis sur le moment et le problème, plus ça va être simple de toucher du doigt et venir chercher des solutions là-dedans. Maintenant, évidemment, on ne résout pas un problème du jour au lendemain, et ça, il faut l'accepter. Et du coup, quand on cherche à s'améliorer, à gagner en compétences, ben, c'est un processus qui prend du temps. Et donc j'explique, ok, eh bien, si c'est trop dur parce que la personne en face de toi elle a beaucoup trop d'expérience et que tu n'arrives pas à mettre en place, ben reviens contre des gens qui sont moins bons que toi dans un premier temps, entre guillemets, dans ce domaine-là en tout cas. Et puis au fur et à mesure, je veux que tu construis de la confiance là-dessus. Et on construit de la confiance là-dessus grâce à la structuration des cours. Et au fur et à mesure, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir revenir sur des personnes qui étaient à la base plus fortes que toi, dans cette position, dans cette situation. Et justement, tu vas vaincre cette étape de frustration par la progression. Tu passes de je savais pas faire à je peux faire contre n'importe qui. Et c'est en ça que c'est gratifiant, parce qu'en fait, ce cycle de frustration et comment on va dire ça, de gratitude, reconnaissance, enfin cette sensation d'être fier de soi, Satisfaction? Ouais. satisfaction, merci, ben, ça marche ensemble. Le taux de satisfaction, il va être proportionnel au taux de frustration que tu as rencontré auparavant. Ok, ouais. C'est fort ce que tu dis. Ok. Ok. Donc ouais, donc ce que tu dis, c'est que en fait, c'est nécessaire et indispensable de passer
par ces phases de frustration où ça marche pas, c'est dur, pour accéder à des phases aussi de satisfaction où là ça marche mieux. Bah, L'un est complètement. indissociable de l'autre, quoi. C'est ça, les deux fonctionnent ensemble. À l'inverse, je vais donner l'exact exemple, et ça fonctionne dans tous les domaines de la vie. Mhm. Maintenant, je suis bon, complètement entrepreneur et ça fonctionne pareil dans la même façon. En fait, il se passe quelque chose en Jiu-Jitsu qui s'observe, c'est les gens, ils voient une technique, ils voient un partenaire à eux ou une technique qu'ils ont vue sur Internet, et ils commencent à se dire, ouah, maintenant je vais jouer cette position, je vais faire ça. Hmm. Sauf que quand ils voient ça, ils le voient avec des yeux, entre guillemets, d'enfant, en se disant, ça fonctionne, c'est trop bien, ça me plaît. Et puis ensuite, ils s'y mettent et ils se rendent compte qu'en fait, ça implique beaucoup de choses, de difficultés, de challenges auxquels ils n'étaient pas prêts. Je parle, on peut prendre le berimbolo par exemple. Je vais prendre le dos de tout le monde avec des berimbolos. Mais en fait, un berimbolo, il faut d'abord réussir à l'installer, il faut réussir à inverser, il faut réussir à contrôler les hanches du partenaire. C'est plein de petits challenges comme ça que les gens ne voient pas. Hmm. Et donc les gens se disent, le pratiquant lambda qui veut fuir la frustration, il se dit, je vais faire du berimbolo. Il essaie de faire des berimbolos, ça ne fonctionne pas. Il se frustre, ça l'énerve, il arrête, et du coup il va se dire, tiens, je vais faire ça maintenant. Et on recommence. Et on part dans, tiens, maintenant je vais jouer Butterfly. Et puis il se rend compte que Butterfly, il faut arriver à mettre la personne à genoux et rentrer ses deux pieds à l'intérieur. Ça l'énerve, elle arrête. Et on va comme ça de technique en technique. Et les gens, en fait, ils passent d'un rêve d'atteindre une compétence dans une position et ils ne veulent pas en fait accepter cette frustration qui est normale du, bah, en fait, je ne sais pas faire, il va falloir que je découvre que je ne sais pas faire jusqu'à réussir à comprendre tous les challenges et finalement être capable de faire quoi. Et le problème là-dedans, bah, c'est que justement à fuir cette frustration constamment, bah, tu ne développes rien réellement quoi. Hmm. Derrière ce que tu dis, moi j'ai l'impression, en tout cas ça fait écho personnellement, moi, à quelque chose auquel j'ai beaucoup été confronté dans le JJB et du coup qui m'a ramené à pas mal de choses, je pense, de ma vie, c'est la patience. En fait, Mhm. le JJB, je pense que ça demande pas mal de patience. Moi, en tout cas, moi, ça m'en a demandé beaucoup. Je pense que c'est pas une qualité que j'ai spécialement même dans ma vie en dehors. Et le JJB m'a vraiment mis face à ça, tu vois. Ça Ouais. demande de la patience, en effet, de comprendre une position, de la travailler, tous les différentes phases, les petits détails quand même d'une position et progresser petit à petit, tu vois. Ça demande vachement de patience. Est-ce que ça te parle, ça, tu... Bah, bien sûr, en fait, toutes les choses qui ont de la valeur, ça demande du temps. Tu construis pas des choses de valeur comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Et Hmm. ça, c'est applicable à tous les domaines de la vie. C'est en ça que c'est un peu drôle le jiu-jitsu, c'est que tu peux faire pas mal d'analogies avec tout ce que tu fais à côté. C'est un Et le miroir, jiu- hein. c'est un clair miroir et ça te permet d'aborder aussi les choses différemment. Et, euh, et donc, quand tu te rends compte que, bah, en fait, devenir compétent, réellement compétent dans un aspect du jeu dans ton jiu-jitsu, bah, ça prend du temps. Bah, il faut apprendre à juste accepter ce temps. Maintenant, on a tous un problème, c'est ce temps. Combien de temps est-ce que je peux avoir sur le tatami? Comment du Ouais. coup je fais pour rendre ce temps le plus efficace possible? Yes. Et, et ça, on arrive au problème principal parce que finalement aujourd'hui c'est assez drôle, mais je rencontre pas mal de quarantenaires ou de trentenaires qui me disent ouais, je veux arrêter mon taf et je veux faire du jiu-jitsu. Parce qu'ils veulent passer plus de temps. Et je comprends parfaitement. Sauf que, en fait, la réalité elle fait que c'est pas possible pour tout le monde, ça, d'une part. Et du coup, bah, la solution c'est comment je fais pour transformer et optimiser mon temps sur le tatami. Parce que je sais que j'ai besoin de répétition, j'ai besoin de volume dans telle situation. Comment je fais justement pour que ce soit un volume qui soit utile et qui me serve à progresser. Que ce soit pas juste Mhm. un je viens 4 fois par jour, mais en fait je vais grossir un peu le trait, je suis désolé, mais je fais une demi-heure de roulade pendant roulade avant, roulade arrière pendant mes 4 cours. Est-ce que c'est comme ça que j'arrive à maximiser mon temps dans la position que je veux? Peut-être pas. Ok. J'aimerais qu'on revienne au mat time, là, le sujet qu'on est en train d'aborder, juste après, mais qu'on finisse Bien sur sûr. ce truc de, ouais, le jujitsu comme un miroir de qui tu es et de tes émotions. Parce que ça, pareil, je pense que c'est quelque chose auquel on est confronté quand on s'y met. C'est qu'en fait, quand tu te mets au jujitsu, les masques tombent. Tu peux pas prétendre, tu peux pas te cacher, tu vois. Quand tu combats, j'ai l'impression vraiment les masques tombent. Tu peux
tu peux essayer de prétendre, de faire comme ci, comme ça, mais à un moment donné, ça te rattrape, quoi, quand tu fais du jujitsu, tu vois. T'es rattrapé par tes propres émotions, par tes propres faiblesses, peut-être, par tes propres difficultés. T'arrives à le voir, ça aussi, toi, peut-être tu l'as vu sur toi, dans ta pratique, et ben, forcément sur les élèves que tu accompagnes aujourd'hui. Alors, sur moi, je le vois. Bon, j'ai un temps de tatami voilà, qui est déjà quand même conséquent, parce que j'y passe ma vie, toute ma journée. Mhm. Mais quand je vois les élèves autour de moi, ça s'exprime notamment lorsque euh, je vois les élèves, comment ils se comportent sur le tatami, certains élèves, et je vois les élèves, ces mêmes élèves, en dehors du tatami. Et parfois, j'ai de grosses dissonances entre l'attitude, ce que la personne peut renvoyer lorsqu'elle est habillée en civil et qu'elle est en train d'interagir, on va dire, dans le monde réel, et ce qu'elle donne sur le tatami, quoi. Donc oui, Et donc, effectivement, le masque tombe, bien sûr. ok, le masque tombe. Et t'arrives à voir ce qu'il y a derrière, peut-être le masque de la vie quotidienne. En fait, c'est juste amplifié, tu vois, parce que je pense aux personnes qui sont assez nerveuses, colériques, qui ont justement du Ok, mal à gérer ok. la pression. Et en fait, je Mhm. pense que ça, ces personnes, c'est ce qu'elles viennent chercher probablement à travers le jujitsu. Et, euh, et donc, j'arrive à voir les personnes qui ont du mal, du coup, dans les relations sociales ou même au travail, d'avoir un patron, de devoir répondre à des obligations et ce genre de choses, et la pression et toutes ces choses. Et oui, effectivement, tu le vois directement, quoi. Sur un tatami, ça se voit vite. Une fois qu'une personne, elle commence à être dépassée et qu'elle perd le contrôle de la situation, tu vois la personne qui est OK avec le fait de lâcher prise et la personne qui justement commence à virer au rouge et Mhm. commence à faire un petit peu n'importe quoi, être très agressive, ce genre de Mhm. choses. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein Ouais, d'autres. ouais, ouais. Mais bien sûr, tu arrives à deviner un peu plus les personnes. Mhm. Et j'ai l'impression, ce qui te sauve dans ces cas-là, bah, c'est vraiment le goût du sol. C'est vraiment le goût, l'appétence que tu as pour finalement cette pratique, ce jujitsu, et l'envie d'aller au-delà de cette frustration qui, comme tu l'as dit, en fait, est inhérente. T'as pas d'autre choix à un moment donné que de l'accepter si tu veux avancer dans cette pratique-là, quoi. Oui, faut vraiment voir le jiu-jitsu pour ce que c'est un sport avant toute chose. Donc on est censé aller au sport pour se détendre, pour s'amuser. D'autres en font un outil pour se dépasser, pour performer. Faut pas oublier qu'il y a une composante sociale qui est hyper importante dans ce sport. En discutant Ouais. avec mes élèves, je me suis rendu compte que beaucoup viennent de sports collectifs. Et de ce qu'ils me disent, pourquoi ils ont arrêté les sports collectifs, c'est que c'est devenu tellement individuel, les sports collectifs. Chacun est là pour soi, en fait. Passe Mhm. pas le ballon, etc. Que dans ce sport du jiu-jitsu qui est hyper individuel, il y a plus de collectifs que dans les sports collectifs en soi. Ouais, c'est marrant. Il y a un esprit communautaire, en tout cas, je pense, aussi. Ouais, il y a un esprit communautaire, et puis du coup, au sein même de chacune des petites communautés qu'on mettra à les clubs, par exemple, Ouais. bah, il y a cet aspect aussi de... On rencontre la difficulté D'appartenance. ensemble, non, mais d'appartenance, mais surtout, on fait face à la difficulté ensemble. Et Ouais. donc, les entraînements sont durs, et la frustration, elle est partagée. Et c'est Ok. forcément plus simple Hmm. d'accepter ces situations difficiles en groupe que tout Ouais. seul. Ouais. Ouais, quand tu te rends compte que l'autre aussi galère, que l'autre aussi est confronté peut-être au même problème ou a été confronté et que tu arrives à partager, à échanger sur ça, c'est plus facile à vivre aussi. Bien sûr, tu Ça peux donne du sens. échanger, tu peux communiquer là-dessus. Et là-dessus, le rôle de la compétition, même si c'est pas le sujet, euh, il est fort aussi. Voir tous tes copains ou tes copines qui arrivent à passer des tours ou pas, à perdre aussi comme toi au premier tour, se faire finir alors que voilà, vous êtes travaillé dur ensemble, bah, il y a un côté aussi rassurant là-dedans, tu vois. Il y a un côté de Hmm. ah, je suis pas tout seul, on s'est entraîné dur ensemble, on a donné ce qu'on pouvait, ça a pas marché. Est-ce que je vais bouder longtemps? Est-ce que ça sert vraiment? Non. Par contre, on peut en discuter, on peut essayer d'avancer ensemble. Et en fait, Ouais. pourquoi attendre la compétition pour faire ça? D'avancer ensemble, tu peux très bien le faire juste à l'entraînement, ça fonctionne aussi, quoi. Hmm. Top, top. Euh, sur le mat time. Moi, dernièrement, j'ai eu une réalisation, une épiphanie, j'ai l'impression, où j'ai réussi à saisir un peu mieux le concept de mat time et que moi, maintenant, j'oppose un petit peu au concept de fight time.
Tu vois, tu as le Ouais. mat time, en fait, le temps que tu passes sur le tatami, finalement, à combattre, mais aussi à comprendre les techniques, à développer des techniques, à travailler de façon spécifique, délibérée, etc. Et le temps, le fight time, où là, vraiment, tu es dans le combat, dans l'opposition et la mise en application de tout ça. Là où Mhm. au début, moi, j'étais beaucoup dans le fight time, et ben, de plus en plus, j'essaye de mettre en place des temps, des espaces dédiés à la compréhension mécanique, à, au travail spécifique, au travail à thème. Et il me semble que ça, c'est quelque chose que vous mettez en place de plus en plus dans votre club, où vous créez carrément des espaces, des temps dédiés, pensés de différentes façons pour vos élèves. Est-ce que tu peux en parler de cette démarche-là? Alors, oui, avant de parler de la démarche, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça revient à est-ce que tu t'entraînes pour évoluer ou est-ce que tu t'entraînes pour performer? Et c'est deux mindsets qui n'ont rien à voir. Mhm. Quand tu t'entraînes pour développer de nouvelles choses ou pour peaufiner ce que tu as envie de peaufiner, c'est pas la même chose que quand tu as une compétition qui est prévue bientôt, où là, peut-être, ton approche, elle va changer, Ok. notamment si ton approche de la compétition, c'est pour aller performer slash gagner, qui sont deux Mhm. choses différentes. Ouais. Ok. Euh, il est évident que maintenant, quand tu t'entraînes pour toi développer du jujitsu, connaître, ajouter des outils à ton arsenal, bah, c'est pas du tout ni la même intensité, ni la même démarche que tu dois mettre en place que quand tu sais que tu prépares, je sais pas moi, ton championnat d'Europe ou j'en sais rien, peu importe. Et il y a un truc que je trouve dommage aujourd'hui et qui est pas encore, on n'en parle pas trop, mais généralement quand les gens ils vont en compétition, les pratiquants pour être plus précis, j'ai rarement entendu et échangé avec des gens qui vont en compétition pour expérimenter quelque chose de nouveau. Donc pas combattre avec leur game plan A, mais avec le plan B. Mhm. Pour justement, bah, une fois que j'ai cumulé du volume à l'entraînement sur une chose que j'ai voulu développer, qui a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire, qui me permettrait plus ou moins de gagner et me sentir à l'aise, en tout cas, bah, je veux aller en compétition pour aller mettre en place uniquement ce que je veux aller mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Et c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être un petit peu normaliser. Et ça, dans l'aspect coaching, ça change énormément. Quand tu coaches un élève, ça, j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec Alex. Plusieurs fois, il m'a dit, et du coup, ça me fait vraiment réfléchir maintenant. Est-ce qu'on coach les élèves? Je sais de quels élèves on parle, mais est-ce que ces élèves sont coachés pour gagner? Ou est-ce qu'ils sont coachés pour gagner comme ils gagnent à l'entraînement? C'est pas pareil de gagner et faire un avantage à la fin du combat, tout donner, et gagner en essayant, ou même pas gagner, ou combattre en essayant de reproduire ce que tu fais réellement à l'entraînement. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Mhm. Donc du coup, sur comment on met ça en place, oui, on a des créneaux, on va dire un petit peu traditionnels pas vraiment, mais où on arrive et on développe une technique. C'est le coach ou la coach qui a pour rôle d'enseigner, de structurer le cours de façon à ce que tout le monde, entre le moment où il est rentré dans le cours et le moment où la personne sort du cours, la personne elle a appris quelque chose et elle a un savoir-faire. C'est pas parfait, mais elle a un savoir-faire. Un savoir-faire. Et il y a Mhm. des sessions où justement on laisse l'autonomie aux gens pour qu'ils puissent développer ce qu'ils ont à développer. Et ce qu'on fait, on a développé du coup le créneau Jujitsu Lab, je pense que c'est à ça que tu dois faire un peu référence. Mhm. C'est un créneau où en fait, les gens qui sont déjà autonomes, ils savent ce qu'ils doivent travailler, parce que ces personnes sont guidées, elles ont déjà un petit peu plus d'expérience, on échange souvent, ben, elles continuent à faire ce qu'elles ont envie de faire. Il y a des créneaux où il y a des personnes pardon, qui n'ont pas cette autonomie et qui n'ont pas du tout cette connaissance de qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce que je devrais travailler. Alors justement, ce qu'on a mis en place, c'est que j'ai un tableau où en fait, je mets des exercices qui sont très précis, depuis telle position, mon objectif dessus est 2, mon objectif dessous est 2. Je gagne lorsque j'atteins cette position ou j'atteins cette condition, je perds si j'atteins cette condition. Ok, tu Et les proposes personnes qui... des exercices C'est où le ça. créneau est libre, mais tu viens, ah, il y a un tableau, avec, tiens, on va faire tel exercice. Ok. C'est exactement ça. En fait, ce que je ne veux pas, c'est que les gens viennent et s'amusent juste à se rouler les uns sur les autres jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Si la personne n'a pas eu le temps d'avoir ses phases de position de combat libre, mettons, une fois dans la semaine, il n'y a pas de problème. Maintenant que tu viennes systématiser le fait que il y a une session libre, donc ça veut dire forcément qu'on va se rentrer dessus
pendant 2 heures sans développer quoi que ce soit, ça va à l'encontre de ma vision du jiu-jitsu, en fait, tout simplement. Mhm. Parce il faut que ça aille beaucoup plus loin intellectuellement que ça. Ça peut rester, il peut y avoir Ouais. de l'opposition physique là-dedans, évidemment, il faut qu'il y en ait. Mais par contre, il faut que ce soit une pratique intentionnée. Ouais. Et ça, et tu vois, c'est dur à faire tout seul, je pense, notamment quand t'es débutant. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te donne des exercices, en fait. Parce que tu vois, c'est plus facile de dire, OK, j'ai envie de travailler sur tel passage de garde, développer tel passage de garde. Mais derrière, ce qui est encore plus important, c'est le comment. Quels Bien sûr. exercices? Tu vois, c'est comme si je dis, Exact. j'ai envie de travailler, de développer les équations à deux inconnus. C'est un objectif que j'ai au niveau des mathématiques. Ouais, mais quels exercices? Donc là, c'est bien d'avoir un prof qui dit, bon, ben, tu vas faire tel exercice, puis tel exercice, tel exercice. C'est Mais top. bien sûr, encore une fois, après c'est une, et je le répète à chaque fois, c'est une suggestion pour les personnes qui n'ont justement pas cette idée de comment s'y prendre. Et, Yes. euh, et généralement, et c'est ça qui est intéressant dans ce jujitsu, c'est que tu peux donner le même exercice à des personnes qui ont des niveaux complètement différents, et justement l'exercice va être développé de façon différente, avec plus ou moins d'intérêt. Pourquoi? Tu prends deux débutants, tu leur dis, ok, on va faire très simple pour que tout le monde puisse comprendre. On va faire la situation de départ, c'est la garde fermée. Dessus, je gagne si j'arrive à ouvrir la garde. J'ai pas besoin de la passer, je veux juste me mettre debout et ouvrir. Dessous, je gagne si j'arrive à renverser, soumettre ou prendre un dos. Tu donnes cet exercice à des gens qui viennent de commencer le jiu-jitsu. Tu donnes cet exercice à deux personnes qui ont 10 ans d'expérience, qui ont réfléchi à leur approche. Le résultat, visuellement, et même ce que tu vas pouvoir en tirer, c'est complètement différent, tu vois. Hmm. Chacun sait exactement quelles conditions il faut atteindre. On reste dans le cadre du jeu. Tu Ouais. vas voir que selon l'arsenal technique que tu as disponible, bah, ça va être super drôle ou un peu moins. Bon. Ouais. En Ouais. tout cas, ceci étant dit, ce sont des situations qui vont revenir, puisque bah, je me promène en compétition, je vois bien ce qui se passe. Les situations, c'est toujours les mêmes. Maintenant, chacun y Ouais. répond différemment avec ce qu'il sait ou sait faire. Et tu peux Ok. permettre aux gens d'avoir un cadre, plutôt que de Ouais. chercher absolument à, je sais pas, moi, se mettre debout, se jeter alors qu'ils savent pas forcément le faire, Hmm. ou ce genre de choses, quoi. Ouais, non, ça me semble génial et ça, je l'ai vu souvent dans, par exemple, des salles de CrossFit ou sur des créneaux libres. Bon, ben, au tableau, t'as plusieurs. Ah, ben, tiens, si tu veux travailler ton core, abdos, tiens, t'as ce programme, t'as ces exercices à faire, tu vois. Si tu veux Bien sûr. travailler l'haltéro, tiens, t'as ça. Donc, toi, t'as déjà tes objectifs. Ah, moi, en ce moment, je suis sur un cycle haltéro. Ah, ok, ben là, il y a les exercices. Tac, 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 à faire, tu vois, à suivre. Ah, je trouve que c'est super, super Mais cool pour tu vois, justement Vas-y, vas-y. pour optimiser ce mat time, tu vois. Mais tu vois, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, généralement, dans le jiu-jitsu, les gens ont toujours envie de comparer ça avec des sports d'opposition, boxe, judo, tout ce qu'on veut. Mais en fait, si on ouvre un peu son esprit, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne dans d'autres disciplines? Qu'est-ce que je peux prendre d'autres disciplines et à ramener dans la discipline du jiu-jitsu? Ah, avoir une prog en CrossFit ou en Irox, ça Ouais, fonctionne? ouais. Ok, bah allons-y, très bien. Il y a des gens qui savent pas comment s'entraîner, et c'est d'ailleurs pour ça, si on parle de prépa physique, qui vont dans des box où il y a un coach qui dit quoi faire. Bon, Oui, bah pourquoi ne pas réitérer le truc? très juste. Ou qu'ils achètent un programme de préparation physique. Exactement. Et c'est vrai qu'avoir un programme de préparation technique, bah, c'est cool aussi. C'est, ah tiens, tel jour, telle intensité, tel jour, tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et Programme puis de si, jiu-jitsu technique, ça c'est et top. puis, ben, c'est ça. Et puis si on veut aller même un peu plus loin, pourquoi pas programme de prépa mentale, par exemple. Oui, bah ça se fait aussi, clairement. Mais c'est vrai que sur l'aspect technique, c'est un peu plus. Et encore une fois, le truc, c'est aussi que quand t'es débutant, par exemple, moi, je peux pas vraiment élaborer un programme de préparation physique tout seul. Bon, j'ai des notions et tout ça, mais si je veux pousser un petit peu le truc, optimiser le truc, je vais me tourner vers un programme qui a été fait par un préparateur physique. Et là, un programme de préparation technique pour le jiu-jitsu, je trouve l'idée vraiment géniale. Bah, Là, on en revient à un truc aussi qui est à quel moment bah, tu vas écouter ton coach, à quel moment tu vas écouter tes partenaires, à quel moment tu vas t'écouter toi. Et en fait, plus tu vas accumuler d'expérience dans ta pratique, plus tu vas être capable de discerner quand bah, toi, en ce moment, ton objectif, c'est, je sais pas moi, un renversement depuis telle garde. Et ben, je vais rester là-dessus jusqu'à ce que je mette un check.
Et puis plus tard, bah, je me réintéresserai à ce que me raconte éventuellement le coach. Après, il faut être aussi à l'aise avec la façon dont on apprend le jiu-jitsu. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de le faire. On peut le faire à deux, un petit groupe, se retrouver sur un tatami, aller en cours. Je sais qu'il y a des gens, ils fréquentent même pas beaucoup les cours que je donne. Ils viennent justement aux sessions libres. Et est-ce qu'ils développent moins que les autres? Non, ils sont super forts. Ils sont super compétents et c'est hallucinant. Hmm. Je me dis, ah ok, donc en fait, le format où moi je te propose quelque chose, c'est pas forcément un format qui te permet d'évoluer ou de t'épanouir. Ok, pas de problème. Je regarde et je m'entraîne avec ces personnes-là sur les sessions libres, sur les exercices que je propose et autres. Et je vois que la personne est encore en train d'évoluer. Et je dis, waouh, c'est génial. Hmm. Hmm. Yes. Ok. Et du coup, on en est, excuse-moi, Ouais. à quel rôle remplit un club de jiu-jitsu brésilien? Comment tu l'orientes, tu vois? Mhm. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on est forcément dans un truc où il y a une personne qui a tout le savoir, il faut faire comme elle dit et tout ça? Bah, je pense qu'au XXIe siècle, on n'en est plus là. Hmm. Ok. Super intéressant. Tu vois, cette question de my time, moi, c'est vraiment au cœur de mes préoccupations en ce moment et j'essaye d'élaborer une sorte de programme, tu vois, dans lequel je peux vraiment progresser euh, techniquement et passer du temps sur le tatami à comprendre, à décrypter, à progresser ouais, sur les techniques. J'ai prévu un petit quiz, Nico, là qui sera plus centré sur toi et ton avis un petit peu plus direct, tranché sur des petites questions. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Alors, première question. Est-ce que tu préfères avoir une rétention de garde imbattable ou des pins escape qui réussissent à chaque fois? Pin Escape. Pin escape, ouais, sortir à coup sûr de toutes les positions dominantes. Indépendamment de qui est en face de moi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu Ouais. préfères ça? Ouais. Ouais, ok. Avant l'entraînement, t'es plutôt café ou thé? Ah, le café, ça fait 2 ans que j'ai mis un stop. Donc Ok, plutôt thé. thé, yes. Après l'entraînement, eau de coco ou ceinture? Eau de coco. Eau de coco. À Toulouse, c'est moins facile que d'en trouver qu'à Rio, mais Ouais. Non, c'est sûr. ok. À l'entraînement, jouer son A-game ou se mettre en difficulté? Se mettre en difficulté. Ok. Guillotine ou Mataléon? Mataléon. Ok. Prise de dos ou montée? Ah, cette question est tellement pertinente en ce moment. Bah, en ce moment, je vais dire monter, mais Nico, pendant 10 ans, t'aurais dit prise de dos. Ok, là c'est montée plutôt. Ouais, Le j'adorais, focus. j'adorais étouffer les gens, hein. Pour s'entraîner, rap US ou funk carioca? Ah, rap US. Le Rap funk, US. funk carioca, c'est bien le temps de 3 chansons, quoi. Après, ça donne mal à la tête. Ok. Ah ouais, moi j'aurais choisi rap US, mais plutôt parce que funk carioca, ça me met trop dans l'ambiance un peu festive, danser, tu vois. J'ai envie de danser. Rap US, j'ai Ah plus ouais. envie de m'entraîner, tu vois. Alors, funk, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop. Ok. Qu'est-ce que tu préférais? Un budget illimité lessive pressing? Tes kimonos, tout ton matériel est lavé, repassé et tout après chaque entraînement, t'as plus à t'en inquiéter. Ou assailles offert après chaque entraînement? Putain, c'est dur, ça. Les deux sont tentants, hein. Ouais. Non, je pense l'option pressing, lavage, c'est plus important que la saillie, ouais. Ouais, moi aussi. Franchement, si je pouvais avoir ça, ça serait génial. Après, on se le divise. Aujourd'hui, c'est mon travail, du coup, on se le divise, on est trois, voilà, on Hmm, se le répartit, quoi. ok, ouais, bien sûr. Mais tu vois, les combattants cherchent toujours des sponsors de kimono. Moi, je leur dis, mais franchement, il faudrait un sponsor de lessive, quoi. Ouais, Ça serait clairement, génial. Un clairement. partenariat avec un pressing, tu sais, t'amènes, boum, boum, c'est fait. En parlant de kimono, toi, t'es plutôt kimono blanc, immaculé, samouraï, Gracie ou kimono noir, ninja, black style? Moi, j'aime bien les ninjas. Ouais, plutôt ninja. Ouais. Ok.
Le pire pour toi en tant que prof, voir un débutant tenter une clé de talon sur un autre débutant ou voir deux gradés se faire une méga guerre au milieu du tatami. La deuxième situation n'arrivera jamais chez moi. Mais Donc si ce ça sera la doit première. arriver, quoi, c'est quoi le pire? L'un entre les deux. C'est toujours la première, parce que si c'est deux personnes expérimentées, elles savent quand même regarder autour d'elles, donc a priori Ok, ça va quoi. ok. Par contre, voir un débutant tenter une clé de talon sur un autre débutant, ça, c'est Bah, urgence absolue, quoi. en fait, on va pas rentrer dans le débat, mais ça va dépendre si on est vraiment dans un cycle de nogi où on se Ok, prépare à faire des compétitions où c'est autorisé. Allez, mais ça reste pas la priorité pour moi, donc c'est la première situation la plus grave. ok, yes. Pour sortir d'une position difficile, créer de l'espace ou exploser en force. Mais là, la réponse elle est simple. Je sais pas, ça marche exploser en force parfois. Non, 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 Je me fais non. l'avocat du diable. Créer de l'espace. Créer de Créer de l'espace, rentrer l'espace. des segments, bien sûr. Ok. Avec un budget de 300 euros, tu préfères un beau kimono, je vais pas dire la marque, mais on sait. Les instructionnels secrets de Danaher, que personne n'a. Ou un cours particulier avec Guy Mendes. Euh, Moi, je vais être Team Danaher, c'est sûr. Ok, les instructionnels secrets que personne n'a. En fait, le kimono, c'est du matériel. Je suis plus du tout intéressé par ces choses-là Ouais. aujourd'hui. Guy Mendes, il fait du très bon travail, mais s'il me parle en portugais, je peux bien. Mais s'il me parle en anglais, ça va m'énerver au bout de 5 minutes. Ok. Mais les instructionnels de Danaher pendant 8 heures, c'est bon, tu prends quoi. Ça, je suis ok. Ok. Dernière question, et là j'aimerais que tu développes un peu. Si le jujitsu n'existait pas, tu ferais quoi aujourd'hui? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je savais qu'elle allait te J'ai perdre celle-là. j'ai jamais pensé à ça, en fait. Ah, voilà. Si le jujitsu n'existait pas, pardon, parfait, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Ben, pour ceux qui me connaissent pas, moi de base j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup trop. Je suis passé par les études d'ingénieur, des études de chiropratique, des études de santé pour faire kiné, et du coup avant de travailler à temps plein comme coach de jiu-jitsu, et pas que, hein, comme gérant d'une entreprise de jiu-jitsu, eh bien en fait j'étais dans la santé quoi. Donc probablement je serais encore bloqué dans la case santé, kiné du sport je pense. Ce que les gens savent pas aussi, c'est que t'as fait du tennis à bon niveau. J'ai fait du tennis, j'ai fait d'autres sports, hein. J'ai fait de la natation, j'ai fait du volley, j'ai fait de la musique, je fais de la musique, beaucoup moins maintenant, mais ouais, il y a peut-être la musique, tiens. Peut-être la musique, j'aurais poussé un petit peu le curseur. Tu vois, là, je suis dans mon déménagement, je vois tout mon matos que j'arrive pas à utiliser comme je voudrais. Ouais, ça peut être une idée. Ouais. Hmm. Ok, top. Ben merci pour ces petites réponses à ce petit quiz. Donc en ce moment, toi, t'es sur la montée, c'est ça? En ce moment, j'aime bien la montée. Je travaille d'autres Ouais. choses aussi, mais la montée, ça me plaît beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que je l'ai laissé de côté pendant longtemps parce qu'en fait, je comprenais pas. Au profit du Généralement, dos, de ce que je comprends, ça, au profit c'est d'une prise de ça, dos, ouais. c'est ça, et généralement, on se rend bien compte que ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne maîtrise pas, on n'aime pas trop et on s'en tient à l'écart. Et des fois, il faut se forcer un petit peu, et puis finalement, on finit par prendre goût. Et dans la, Mhm. dans la progression, bah, ça marche aussi pour moi. Et j'essaye Ok. vraiment d'appliquer, de faire ce que je dis aux autres de faire. Hmm. C'est-à-dire concrètement, là, sur ton travail autour de la montée, comment tu fonctionnes, t'en es où? Si tu peux partager ça. Bah, bien sûr. Euh, En fait, au début, j'essayais de comprendre comment on fait pour maintenir une montée. Parce qu'il y a déjà. Les sorties sont très stéréotypées en montée, hein. Et Ouais. voilà, essayer justement d'avoir la solution face aux sorties des personnes qui souhaitent récupérer une demi-garde, qui utilisent des elbow escape, des personnes qui font du keeping, généralement ça. Donc déjà, comprendre comment tenir ce dos, ensuite comprendre comment menacer ce dos. La Ça va montée, passer là, on est par sur la...
Tu dis le Pardon, la dos. montée. Pardon, Ouais, excuse-moi, ok. comment Tu vois, menacer le tes dos. vieux réflexes reviennent au galop. Donc, comment faire pour menacer, exposer intelligemment et efficacement, du coup, les attaques depuis la montée. Et puis ensuite, avoir un arsenal d'attaques pour finir depuis cette position, quoi. Exposer donc plutôt les membres supérieurs, les bras, c'est ça? Depuis la montée, c'est plutôt ça? Généralement, ça va être plutôt le haut du corps, mais il y a possibilité de revenir dans les jambes. Ok, ok, ok. Et tu parlais des exercices, donc par exemple, est-ce que tu peux nous donner une idée d'exercice, de voilà quel est le rôle de celui en haut, celui en bas, et un Bien exemple sûr. d'exercice que tu as mis en place sur la montée? En fait, cette question-là que tu me poses, pour moi, elle est au cœur de l'enseignement, mais vraiment au cœur même de l'enseignement. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est pas assez valorisé, tu vois. Comment tu fais pour séquencer un apprentissage d'une position, d'une action d'une position? Ouais. Bah, si je dois donner la trame, hein, et je la donne vraiment comme je la fais, et après, bien sûr, ça a étoffé selon la position, c'est d'abord, j'essaye d'exécuter sans résistance, ce que les gens appellent du drill sans résistance. Ensuite, je demande à la personne en face de moi de bloquer, de m'empêcher de faire cette technique, juste m'empêcher. Il n'y a pas de condition pour gagner. Pour Ensuite, contrer, ouais, pour, ok. voilà. Ensuite, je demande à la personne en face de moi, ben, justement, de contrer et justement d'atteindre l'objectif pour gagner, qui peut être, si on parle de la montée, ben, essayer de recomposer la garde ou alors me Ok, inverser la position. ouais, Et, et du coup, chacune des actions que je vais entreprendre depuis la montée, ça va être ça. Donc, par exemple, mettons, je vais commencer depuis la montée. Mon objectif à moi, le plus basique pour maintenir une montée, c'est ben, maintien de la montée et réussir à exposer un coude, que ce soit à 90 degrés d'un côté ou à 90 degrés de l'autre. exposer un coude, ok. Donc il y a trois positions dans lesquelles un bras c'est faible en montée. C'est si j'arrive à te le monter à 90 d'un côté, à 90 de l'autre, ou si je te le monte au-dessus de ta tête. Ben, Ouais, mon exercice à moi dessus, ça va être juste d'arriver à exposer ton coude, à droite, à ok, gauche ou au-dessus. ok. Et dessous, bah, ça va être, bah, tu vas essayer de garder tes coudes à l'intérieur de mes cuisses, par exemple. Ok, À moi de trouver ok, la solution pour yes. te l'exposer, tu vois. Ouais, c'est très clair. Ok, top. Et du coup, l'évolution de ça, c'est, bah, on fait la même chose, mais par exemple, tu vas essayer de recomposer une garde. Ouais, yes. Ouais, ouais. Tu vas plus loin dans la défense. Exactement. Et à la Tu- fin, bah, c'est, tu vas essayer de recomposer une garde, bah, devrais, moi, réussir à te reforcer en montée et revenir dans ce scénario. Ma Ok. condition de gain, c'est juste celle-là. Ok, ok, très clair. Ok, cool. Euh, on arrive petit à petit là à la fin du podcast. J'avais une question. On a beaucoup parlé de technique, de progression technique du Jiu-Jitsu. Mais ma question, c'est aussi, parce que je sais que c'est important pour toi, quelle trace tu souhaites laisser chez tes élèves, chez ceux qui passent par Meta Jiu-Jitsu, au-delà du, ju- du Jiu-Jitsu, c'est-à-dire de la technique, quoi. Ça, c'est une question que je me pose vraiment de plus en plus tous les jours. Parce qu'il est évident que je ne serai pas. Ouais, tu peux pas être coach non plus toute ta vie. Tu vas occuper d'autres, je pense, postes, fonctions, etc. En tout cas, ce qu'on veut vraiment laisser chez chacun de nos élèves, c'est cette notion de savoir s'entraîner ensemble. Et quand je dis s'entraîner ensemble, c'est des capacités de communication, donc de l'intelligence vraiment de communication. Si c'est trop fort, si ça fait mal, si c'est pas logique ce qu'on fait, si être capable de le dire et sans aucune honte, ni peine, ni quoi que ce soit. C'est l'intelligence d'apprentissage, justement. Comprendre qu'il y a des schémas pour apprendre à apprendre, ce que tu disais tout à l'heure. Et que les gens, une fois qu'ils ont compris le processus, ben, il s'agit juste de répéter ce processus et de l'appliquer à d'autres situations. C'est la capacité à transmettre, être capable d'aider les autres et prendre plaisir à aider les autres. Ça, c'est vraiment une valeur qui est importante. Et puis prendre soin de chacun des partenaires, quoi. Ok. Ça me parle vraiment sur le communication, communiquer avec ses partenaires, échanger, être bienveillant de ce que j'entends les uns envers les autres. Moi, j'avoue qu'un truc qui me parle moins, c'est l'aspect transmission. Moi, tu vois, c'est ma philosophie, mais je me garde toujours
de donner des conseils. Je sais pas, c'est ma philosophie. J'ai l'impression d'avoir reçu tellement de mauvais conseils de la part d'autres gens, mais que c'était très bienveillant, c'était bien intentionné, hein, mais qui finalement, après tu vérifies par exemple auprès de ton coach et tu te rends compte que c'était pas exactement, que moi, je me garde toujours de donner des conseils, même à des gens qui débutent ou tu vois, qui en font depuis moins longtemps que moi. Mais ça, je comprends parfaitement. Et je trouve que c'est bienveillant pour l'autre, tu vois. Ben, je suis OK avec ce mode de pensée. C'est pas ce que j'applique, mais je suis complètement OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour moi en tout cas, à chaque fois que je débloque des nouvelles compétences ou des choses que je comprends, ben, je me rends compte que j'étais limité par justement des choses que mes coachs, ceinture noire et ceci et cela, m'ont Ouais, c'est dites vrai aussi. et qui se retrouvent pas justes en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, ouais, Donc, ouais. donc du coup, tout dépend de comment tu traites les informations. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et se dire, les informations, elles sont ce qu'elles sont. À moi de traiter aussi ce que je vais utiliser et ce que je vais garder ou pas. Mhm. Le seul conseil, entre guillemets, que je me permettais encore, tu vois, j'y reviens, je me questionne là-dessus, c'est notamment pour ceux peut-être qui ont commencé après moi ou quoi, c'est euh, soit le plus scolaire possible. Mais tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon truc à moi, c'était mon approche à moi du moment et que c'était pas forcément valable pour tout le monde. Là où moi, aujourd'hui, j'essaye d'être dans une approche très scolaire, de comprendre, d'appliquer, de développer, de travailler, etc. Et ce que j'essayais de dire aux autres, ouais, fais ça, mets pas de force, enfin, mets moins de force, sois plus scolaire, comprends la technique, sois précis, etc. Mais en fait, je le dis plus non plus parce que c'est un truc, j'ai l'impression, qui m'appartient et qui va pas forcément aider l'autre, tu vois. Ouais, mais ça revient à ce qu'on disait en début de podcast, qui est chacun va apprendre d'une façon différente. Donc du coup, là où... Et ça, tu le vois au plus haut niveau. T'as vraiment des mecs comme Leandrolo qui ont marqué l'histoire du jiu-jitsu. Faut pas lui demander de t'expliquer une technique, il sait même pas comment il fait. Hmm. Et pourtant, il tombe tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, certains ont différents types de compréhension du sport. Pour certains, c'est très, j'aime pas ce mot, mais c'est très intuitif. Pour d'autres, c'est vraiment beaucoup plus intellectualisé. Et tout va dépendre. Maintenant, moi, quand je dis aux gens que j'aimerais qu'ils soient capables de justement enseigner, transmettre, je veux que la transmission, on aille au-delà de fais ça, c'est trop fort. Je veux que tu me donnes l'indication, c'est quoi la consigne, la commande. Et si tu me donnes une commande, je veux que tu sois capable de l'appuyer, d'expliquer mécaniquement pourquoi c'est vrai ou pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne, tu vois. Hmm. Pas juste mets ton bras comme ça. Ben ok, d'accord. Pourquoi? Ouais. Tu vois? Ouais. Mais tu vois, moi, mon réflexe, ça va être, va demander à Nicolas, il t'expliquera bien mieux. Tu comprendras mieux. Tu comprendras mieux et t'expliqueras mieux. Moi, ça se trouve, j'ai passé à côté d'un truc important où je vais déformer un petit peu l'information. Bon, c'est peut-être mieux que rien, en soi. Mais mon réflexe, va demander au coach, va demander à un tel. L'exemple que tu prends de Leandrolo est assez parlant parce que j'ai en tête deux interviews, deux podcasts. Un avec Leandrolo qui dit à l'entraînement, je cherche l'intensité de la finale des championnats du monde. C'est ça l'entraînement pour moi, c'est l'intensité de la finale des championnats du monde, c'est la grosse porrada et c'est ça qu'il faut. Et une autre interview d'un des gars de Danaher, je me souviens plus lequel exactement, qui dit l'intensité, c'est 2, 3 fois par semaine, grand maximum, sachant qu'ils s'entraînent 2, 3 fois par jour, ces mecs-là, hein, donc en termes Ouais, de proportion de volume, tu vois ce que ça représente. bien sûr. Et le reste du temps, c'est justement comprendre, appliquer, travailler, développer des compétences. Donc il y a deux approches, tu vois, et ces deux mecs-là sont très très forts, hein, Bien les sûr, deux dont bien on sûr, bien parle. sûr. Donc, Mais même si tu prends actuellement Gordon, bon, lui, il a annoncé qu'il se retirait de la compétition. Mais tu vois, lui-même te dit, il peut pas s'entraîner, il s'entraîne 7 jours sur 7. Comment tu veux faire pour t'entraîner fort? Et même s'il est sous-produit et il le dit, c'est pas mhm, possible, quoi. mhm, Vraiment, il faut. ouais. Donc, bien sûr, tu peux le voir. Après, il y a des facteurs qui vont venir interférer, hein. Quel âge tu as, les blessures,
quelle vie tu mènes autour, est-ce que tu es pro, parce que faut pas oublier, tout le monde veut s'identifier à Mika Galvin, Tainan, tout ça, mais faut pas oublier que les pratiquants, ils travaillent, ils vont des études, ils sont pas payés pour ça, donc ça veut dire qu'entre des sessions, bah, il faut que tu te Ouais, reposes pas, hein, tu vas aller travailler, étudier ou faire ce que tu as à faire. ouais, Tu bien sais sûr. pas ce qui se met dans les veines, tous. Bon, il y a plein de Mm. paramètres à intégrer là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Nico, merci beaucoup pour cet échange. Vraiment, c'était Merci à toi. intéressant. C'était différent des deux podcasts, je pense, qu'on a fait, où là, on a plus abordé l'aspect progression, enseignement, transmission, apprentissage. C'est super intéressant. C'est quoi, pour toi, la suite, là, les prochains projets? T'en es où? Euh, Il y a le projet du club qui est toujours en train d'évoluer, c'est pour ça qu'on me voit de moins en moins de faire des compétitions. Et ça me tient vraiment à cœur d'y revenir. Et là, je me rends vraiment compte aussi que ce temps où bah, t'as pas une compétition prévue, bah, ça te permet quand même beaucoup de liberté mentale sur le fait de, ok, je prends mon temps justement pour travailler mon plan B, Mhm. Ouais, mon plan C. Et ça, c'est ok. génial. Mhm. Mais ça me manque. Donc du coup, il y a faire évoluer ce club, revenir à la compétition au niveau français, faire quelque chose en Europe. Si je pouvais, je voulais m'inscrire au Master Europe, mais les inscriptions sont fermées. Bon. Mais le fait de voilà, continuer à avancer avec les élèves, et ça c'est quelque chose qui est super, créer des élèves avec qui t'as de l'opposition. Il y a le Métacampus qu'on continue à développer tout simplement, avec au-delà des tutoriels justement, on structure vraiment intelligemment les techniques. Donc c'est pas une bibliothèque de techniques à consommer en 8 heures, c'est vraiment quelque chose où on propose une démarche où les gens, voilà, ils ont les exercices qu'il faut faire pour atteindre telle technique. Et en Mhm. plus, il y a une communauté qui interagit, donc c'est assez cool. Et puis de l'analyse vidéo, je crois, qui se propose bah, nulle part Yes. ailleurs. Donc c'est assez sympa. Et puis, euh, et puis chercher à continuer à évoluer, quoi. Qu'il y ait des objectifs de compétition ou pas de compétition, mettre en place continuer dans ce processus, quoi, d'évolution constante. Top. Donc si on veut, bah, si on veut goûter un petit peu à ton approche, ça peut être en ligne avec le Métacampus, ça peut être à Toulouse aussi avec le club Méta Jiu-Jitsu. Absolument, absolument. Ça peut être me contacter pour que j'intervienne sur des séminaires, sur Ok. différents stages. Ça peut être le Métacampus, ça peut être le club à Toulouse. Ce sont les trois façons de me voir en tout cas. Yes. Top. Si vous voulez donc goûter à l'approche de Nico, Meta Jiu-Jitsu, je vous mettrai les liens, les contacts et allez-y. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. En tout cas, moi, je peux que vous encourager à le faire. Encore merci Nico. Je te laisse peut-être le mot de la fin, un dernier petit mot là pour celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Bah, je remercie tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin, si c'était le cas. Je sais qu'on nous a beaucoup demandé des podcasts avec Meta Jiu-Jitsu et différents projets. Être là avec toi, ça me plaît toujours. Surtout pour aborder les choses différemment, d'autres aspects du jeu. Donc j'espère que ça parle à tout le monde. Compétition, pas compétition, c'est le même game de la progression. Et puis bah, merci d'être resté jusqu'à la fin, quoi. Top, ouais, vraiment merci à celles et ceux qui ont écouté le podcast, à celles et ceux qui écoutent les podcasts, Le Goût du Sol. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît, ça vous apporte un petit quelque chose dans votre vie et dans votre Jiu-Jitsu. Nico, à bientôt. Je te souhaite beaucoup de réussite là pour la suite. J'espère qu'on se verra bientôt sur les tatamis ou même en dehors. Ça marche. Merci à toi, Paul. Merci beaucoup pour le podcast. Allez, salut tout le monde!